Chez B2Trip, nous sommes de véritables globetrotters et aujourd'hui, nous vous donnons nos petites astuces pour devenir un voyageur plus responsable. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast avec Tiffaine. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la dernière fois, on vous a parlé plus de notre expérience, un petit peu aussi de notre parcours. Et aujourd'hui, on va parler tourisme responsable. Alors, Tiffaine, est-ce que tu peux commencer peut-être par un peu expliquer quelle est ta vision du tourisme responsable ? Pour moi, j'ai commencé à voyager de façon responsable. En fait, ça a été hyper naturel à la base. Je me suis jamais posé de questions sur la façon dont je voyageais. Mais pour moi, le tourisme responsable implique tout ce qui est expérientiel auprès d'une population, d'une culture qui est différente de la nôtre. C'est ce que je place au cœur de mes voyages à chaque fois. Donc vraiment, je sais que quand je vais partir au sein d'une destination étrangère, pour moi, le cœur même du tourisme responsable, c'est tout ce qui est société et dans laquelle je vais arriver. Donc ça va comprendre vraiment mes rencontres avec la population locale, la façon dont je vais consommer sur place et aussi l'impact que je vais laisser derrière et pas être que dans la surconsommation, venir vraiment pour venir quoi. Et prendre des photos et repartir et dire en rentrant à mes collègues ou à mes amis, voilà, je suis allée là-bas. C'est pas cocher des cases sur une destination que tu as faite. Donc c'est compliqué de vraiment mettre des mots, même s'il y a des définitions que tout le monde connaît, etc. C'est plus une façon de voir les choses et des valeurs qui déjà doivent être dans notre quotidien et après qui sont propres aussi un peu à chacun. Chacun a sa valeur du tourisme responsable. Je ne sais pas ce qui, pour toi, représente vraiment le tourisme responsable. Ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait de pas être dans la surconsommation, dans la consommation du voyage, même sans le surconsommation, juste la consommation du voyage, mais plutôt se dire je viens pas seulement pour prendre, mais je viens aussi pour laisser une trace du coup à impact positif. Et de me dire qu'est-ce que je vais apprendre en fait et qu'est-ce que je peux apprendre. Donc essayer de se dire ça et peu importe en fait. Parfois on pense souvent à l'autre bout du monde, on va découvrir d'autres cultures, etc. Alors que tu peux aller à proximité. Et en plus en Europe, on a la chance d'avoir plein de pays. Pas forcément des très grands pays et on peut en traverser plusieurs et avoir une culture complètement différente. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que du coup, la notion de tourisme responsable, elle me passe aussi beaucoup par les populations pour moi, par quel sera le partage. Et après, il y a la façon d'y aller, il y a les transports utilisés sur place, mais aussi la façon de consommer, que ce soit les activités ou le restaurant, par exemple. On va l'aborder un peu après, mais de se dire est-ce que je vais justement m'imprégner de la culture locale, qu'est-ce que je vais manger, etc. Pour moi, j'ai une première question par rapport à ça. D'où ça t'est venu ? Est-ce que c'était dans ton entourage ou est-ce que, on en a parlé dans le premier épisode, notre façon de voyager, elle vient de parcours différents. Mais comment toi, c'est devenu ton leitmotiv pour créer notre entreprise, en fait ? Je pense dans un premier temps, déjà, comme ce que tu as dit, le voyage, c'était pas... le voyage responsable, c'était pas je vais faire du voyage responsable. Oui. C'est juste je vais voyager et ma manière de voyager était dans une vision, on va dire, éthique. Comment tu t'en es rendu compte ? Juste en étant, je pense, dans le cadre de mon métier, en fait. C'est vrai que après, en fait, c'est difficile, je pense, pour nous aussi de dissocier notre métier de notre passion, on va dire, ou de nos voyages en général, parce que ça va de pair et parfois, justement, on a un peu ce truc professionnel où même quand on était encore salarié, quand on voyageait, on se disait ça nous fait penser à un voyage soit qu'on a vendu, soit qu'on a créé en production de voyage, etc. Donc c'est dur de dissocier. Mais je pense que je me suis jamais dit je fais du voyage responsable, alors que quand
peut-être période un peu avant Covid. Oui. Tu vois, ou quand j'ai travaillé dans une boîte avec vraiment des vraies valeurs, je me suis dit, ah oui, en fait, le voyage en all inclusive, etc., sans tirer une balle dessus, c'est moins éthique. Et ça ne te correspondait pas, Ouais, en fait, tout simplement. Exactement. J'ai conscientisé que c'était pas éthique. Okay. Alors peut-être qu'avant, je me disais juste, mais pourquoi je me posais plus la question, mais c'est pas intéressant. D'accord. Tu vois, peut-être que j'avais moins ce côté à me dire, en fait, c'est pas éthique. Et au fur et à mesure, déjà, tu grandis quand tu as 20 ans et quand tu as 25, 26, 27, et tu penses pas de la même façon. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que tu as eu j'ai pas répondu à leitmotiv, mais toi, par exemple, c'était quoi ton leitmotiv par rapport à Bitotrip En fait, ça m'a tilté quand j'en parlais autour de moi, à mes proches, à ma famille ou à mes amis, que ma façon de voyager, elle n'était pas forcément anodine. Elle est pas non plus exceptionnelle. Je suis pas. Il y a plein de personnes qui voyagent comme on le fait, mais c'est vrai que ça sortait de l'ordinaire. Donc, et puis c'est ma passion. Première de voyager comme ça, de cette façon-là. Ouais. Donc, en grandissant comme toi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et je pouvais avoir ce rôle de conseiller mes proches sur comment s'améliorer dans leurs déplacements, dans leur façon de voyager, pour ceux qui le veulent, évidemment. Et c'est comme ça qu'après, j'ai voulu mettre ça au sein de mon entreprise parce que je ne retrouvais pas dans mes anciens emplois, cette façon de vendre le voyage, de les proposer, je ne m'y retrouvais pas. Donc, je savais que de toute façon, j'allais partir sur une entreprise qui allait avoir cette vision-là et ces valeurs. Donc, voilà pour répondre un peu au leitmotiv de Bitotrip. Et aujourd'hui, c'était important pour nous de revenir un peu sur les questions que les internautes se posent le plus souvent sur le tourisme responsable, d'aborder les gros sujets, que ce soit clichés ou non, de ce qu'est le tourisme responsable, rendre vachement plus accessible et désacraliser ça. Je vais commencer avec une première question pour toi, Sabrina, que tu nous donnes ton avis sur les comportements à adopter pendant un voyage responsable. Ok. Ça peut être pas mal de choses. Le comportement adopté, je pense que déjà, quand on a parlé des populations, c'est de se dire si, par exemple, je veux prendre en photo quelqu'un, c'est de demander la permission. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais il y en a vraiment beaucoup qui prennent en photo comme ça les gens dans la rue. Surtout, j'allais dire, dans des pays où peut-être que leur faciès est différent. Et en fait, il n'y a pas de problème parce que en général, quand on demande, en plus, ils sont ils ont envie. Tu vois, mais si par exemple, tu es dans un marché, il y a du monde, c'est bien quand même de demander la permission à la personne. Donc ça, c'est un des comportements qui revient souvent et qui peut être un comportement à avoir, un bon comportement. Et on aborde souvent auprès de nos clients, des entreprises qu'on conseille, tout ce qui est hébergement, restauration locale, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces parties-là qui font partie entièrement du voyage et nous conseiller, nous donner un peu les tips de comment s'améliorer sur le tourisme responsable dans ces catégories-là? Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir, on va dire, ce qui fait un voyage en général, c'est déjà comment y aller, donc la partie transport, et où dormir. On va dire que c'est les deux choses qui sont essentielles à un voyage. Ce qu'on appelle un voyage, déjà, c'est une composante de ces deux choses. Et ensuite, il y a la partie activité. Activité, ça peut être juste faire un city tour, une balade, un trekking, voilà, en fonction de la destination. Et ensuite, il y a la partie restaurant. Donc, dans chacune de ces catégories, soit il va y avoir des labels qui peuvent certifier, soit tout simplement sur la partie restaurant, c'est très simple, mais on peut manger de la nourriture locale et de ne pas manger un fast-food très connu à l'étranger. Ça peut être pour la partie hébergement, favoriser vraiment les hébergements locaux et pas les grandes chaînes internationales. La partie transport, favoriser les transports doux et pas prendre un vol pour aller à Londres alors qu'il y a un train, dans le sud de la France, j'en parle pas, ou dans le nord si on vient du sud. En Europe, favoriser les trains parce que
parce qu'il y a parce qu'il y a plein de zones, de transport ferroviaire qui sont très accessibles. Et ensuite, donc en fait, c'est plein de petites choses qu'on peut mettre bout à bout et qui peuvent faire du voyage un voyage plus vertueux. Et là, vraiment, en fait, il faut penser à où est-ce que mon argent va circuler. Et en fait, si tu te dis, OK, là, je sais que, donc au-delà de l'environnemental, l'économie, c'est la base en fait de tout. Et dans le voyage, de se dire, je vais laisser ma pièce là à une personne qui va ensuite en faire bon usage et qui va cultiver l'économie locale. Pour moi, ça, c'est vraiment le point fort. Okay. Et après, la partie environnementale, c'est plus que ce soit au point de vue des hébergements, s'ils mettent vraiment des actions en place, et d'un point de vue transport, comme ce que je viens de citer. Et tout de suite, quand on se pose cette question-là, arrive souvent la question budgétaire. Ouais. Parce qu'on se dit, OK, ça a l'air super, on va prendre le train au lieu de prendre l'avion. Mais si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu conseilles ? Et forcément, si on veut partir en Amérique latine, en Asie, etc., qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut quand même partir sur la partie aérienne et sur tout ce qui est tarifs comment on peut conseiller au mieux nos internautes sur ce sujet? En effet, la partie des vols de l'aérien, c'est la première cause des émissions de gaz à effet de serre dans la partie tourisme, voyage. Donc automatiquement, c'est quand même le point clé central sur lequel il faut faire attention. C'est un gros budget. Voilà, c'est un gros budget et c'est un gros budget dans les deux sens, d'un point de vue financier et d'un point de vue émission. Oui. Donc c'est vraiment le terme bien choisi et il peut aller dans les deux cas. Donc il faut faire attention à ça, mais justement d'un point de vue budget, on va dire monétaire, et parfois c'est beaucoup moins cher. Et là est la grande question gouvernementale qu'on aimerait poser. Et qu'on aimerait soulever parce que c'est pas normal, ça c'est sûr que c'est pas normal d'avoir des vols à 20 € pour aller par exemple au Portugal, alors qu'en train c'est pas encore adapté. On peut y aller, c'est un de nos, on aimerait bien faire ça d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué, on va pas se le cacher. Je pense qu'on a conscience, on sait qu'on prône un tourisme qui est plus cher. Aujourd'hui, à ce jour, je pense que tu seras d'accord avec moi, on sait que c'est plus compliqué de toujours passer par le train en option parce que ça prend plus de temps, parce que c'est plus cher, parce que forcément une partie est monopolisée sur le marché français. Donc on n'a pas tous les éléments pour répondre à ça, mais c'est sûr qu'il y a des périodes peut-être où c'est tout à fait. plus simple. Ouais. Il y a des périodes et nous aussi ce qu'on aime mettre en avant, c'est de se dire qu'un voyage en train, ça te fait prendre le temps en fait aussi. Et c'est vraiment une autre expérience de voyager en train et de passer des pays. Donc au-delà du voyage en train national, quand tu passes des pays en train, il y a vraiment quelque chose de particulier. Et je trouve, pour une petite anecdote, dernier voyage que j'ai fait, donc je suis allée en Asie du Sud-Est. Et en fait, le fait de prendre l'avion, j'ai eu la première impression, mais je crois que c'était pas conscientisé. Je me suis pas dit, c'est parce que je prends l'avion, parce que je suis restée longtemps. Et ça aussi, c'est une des réponses, c'est de se dire quand on prend l'avion, on reste plus longtemps à destination. Mais j'ai l'impression que mon cerveau, il n'a pas compris. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je me suis dit, mon cerveau, il n'a pas compris là. Je suis arrivée en Malaisie et j'ai l'impression qu'il y a eu trop un choc. Ah ouais? Ouais, pour mon cerveau, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop violent en fait. Et que l'être humain n'est pas vraiment en réalité fait pour ça. D'accord. Et tu vois, le fait d'aller très rapidement à destination, dans une destination tellement différente, que ça soit par rapport au climat. Ça fait un choc. Ouais, ça fait un choc en fait. Et je sais pas, j'ai conscientisé ça, tu vois, il y a 2 ans quand j'ai fait ce dernier voyage. Donc c'est une expérience en train. En fait, tu as le temps, ton cerveau il prend le temps, il se dit ok, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les paysages, il y a une autre culture, il y a le froid qui s'installe par exemple, ou la chaleur en fonction des endroits. Et ça me fait rebondir sur une autre question qui est souvent posée. Dans ces cas-là, oui, prendre le temps, mais quel temps, quel timing, pour quel type de destination?
Et puis, souvent, les gens sont contraints par leur congé. Donc, quelles solutions sont en train de se mettre en place On a entendu parler de plus en plus maintenant du congé pour slow travel, un truc comme ça. Donc, on ne sait pas comment ça va se mettre en place, mais avec le télétravail aussi, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Oui, c'est vrai. Où les gens, ils vont juste prendre par exemple jeudi, vendredi en off, mais le lundi, mardi, mercredi, ils seront en télétravail. Donc, il y a cette partie, je pense, qui a beaucoup amélioré ça dans les choses positives, on va dire, du Covid. Et après, toi, tu m'as parlé aussi au sein des comités d'entreprise. Il y a des espèces de subventions qui sont mises en place un petit peu aussi. Oui, alors en fait, je te rejoins sur le fait que c'est au rôle des entreprises mais ça se met en place, il faut le temps en fait. Ouais, c'est clair. Ça ne va pas être d'ici demain, mais déjà on commence à l'entendre, notamment dans notre secteur. Les entreprises comptent proposer, certaines en tout cas, de mettre à la fois du télétravail à l'étranger ou des déplacements, des espèces de séminaires à l'étranger et de compléter ça avec leur congé. Oui. Donc en fait, ça permettrait de partir plus loin, plus longtemps et de rester vraiment sur place. Et dans ces cas-là, de faire à la fois du travail et du congé. Ouais, ça c'est pour le business travel. De se dire, j'ai un truc à New York, par exemple. Ouais. Et en fait, au lieu de faire, parce qu'il y a beaucoup de... En plus, là, dans une capitale comme Paris, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui partent à New York, mais pendant 3 jours, de se dire, je pars mais avec ma famille, par exemple, et je reste plus longtemps. Et je trouve que ça, c'est hyper pertinent. C'est en train vraiment de se mettre en place, on l'entend de plus en plus. Et pour revenir sur ta question des comités d'entreprise, comme vous le savez, on s'adresse au CSE. Il y a ce rôle décisionnaire de leur part. Ils ont un véritable rôle à jouer dans le tourisme responsable parce ils peuvent mettre en place des subventions allouées au tourisme responsable, aux vacances et aux séjours qu'ils choisissent et de mettre en avant, grâce à une subvention spécifique pour leurs salariés, à RSE. Et après, charge à eux de mettre le pourcentage qu'ils veulent. Mais de commencer par ça, en fait, ça va influencer les salariés des entreprises à forcément choisir et aider ces salariés-là à partir vers du tourisme responsable, parfois sans le vouloir, sans le savoir, et ils vont se rendre compte que mon entreprise m'a aidé dans ces démarches-là. Pour recontextualiser, on va faire un épisode spécial pour la partie comité d'entreprise. Mais en fait, étant donné qu'il y a une subvention qui est déjà allouée pour la partie loisirs, voyages, donc comme on l'explique un petit peu, mais juste pour réexpliquer, parce que parfois c'est un peu complexe. Imaginons, il y a 10% de subventions qui sont allouées pour la partie voyage à l'entreprise. Et bien ça serait de dire, au lieu que ça soit 10%, ça soit 13% pour un voyage dans le slow travel, en tout cas dans une démarche plus responsable. Et ça, c'est une opportunité et un rôle énorme qu'ils ont auprès de leurs salariés. Une autre question qui revient souvent, c'est le plaisir lié à l'impact écologique. Parce que souvent, on entend tourisme responsable, oui, ok, d'accord, mais c'est un peu relou. Et c'est vraiment amené avec des contraintes. On le voit pour beaucoup de nos clients, c'est oui, d'accord, ok, mais j'ai pas envie de partir et d'aller dans les toilettes sèches. Enfin, c'est drôle, mais on en revient toujours à la même chose et c'est vraiment écolo, d'accord, mais pas en vacances, quoi. C'est stéréotypé aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ces clichés? Les clichés ne viennent pas de nulle part. Et comment tu peux y répondre? Je pense qu'on peut voyager dans des cabanes dans des arbres où il y a des toilettes sèches. C'est une réalité et c'est, on va dire, des voyages plus ou moins responsables. Après, moi, j'ai un avis sur ça aussi où je me dis, d'un côté, est-ce qu'on n'a pas aussi détruit la nature pour faire ça? Voilà, c'est une parenthèse. Petit débat, mais on en reparlera, d'avoir des avis d'autres personnes aussi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas uniquement ça.
c'est comme le fait de voyager, pour continuer sur la partie hébergement, de dormir dans une sous-tente. Tu sais, c'est pas forcément dormir sous-tente, c'est justement ce qu'on disait avant, avoir des établissements qui font attention à leur consommation d'eau, à leur consommation d'énergie en général. Tu parlais des labels tout à l'heure. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des labels, ouais. Que ce soit pour les hébergements ou pour la restauration. Il y a beaucoup de labels méconnus du grand public que nous, on connaît bien dans le secteur du tourisme. Mais comment tu peux conseiller pour choisir un hébergement responsable et sans contrainte, en fait? C'est pas forcément lié. Ouais, on pourra faire un zoom aussi dessus. Mais, lors d'un épisode dédié. Mais c'est vrai qu'il y a par exemple Clé Verte, Green Key, qui est le label vraiment des établissements responsables. Et après, il y en a d'autres qui sont spécialisés par exemple sur le camping. Après, maintenant, il y en a de plus en plus qui sont mis en place, même sur Airbnb, sur Booking. Enfin, on en voit un peu partout. Donc, il faut quand même... Enfin, ça, c'est plus des étoiles ou des certifications qui sont mises en place en interne. Donc, alors il faut faire attention. Il faut quand même faire attention. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on fasse peut-être un épisode dédié à ça et qu'on ait certains invités sur ça. Ça peut être cool. Mais Green Key, c'est quand même à l'échelle européenne. C'est une référence. C'est une référence. C'est une association, un organisme qui est dédié à ça. Ils font des audits tous les ans sur les hébergements. Ouais. Donc, on peut compter sur ça déjà. Ça, c'est le premier truc. Et après, sinon, c'est de se renseigner un maximum. C'est pour ça que nous, on pousse aussi les voyageurs à passer par des professionnels parce qu'automatiquement, on aura un conseil de la part des experts du voyage. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de se dire qu'on ne peut pas être dépaysé à proximité? Alors, pour moi, c'est pas vrai. Et en plus, je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai commencé par voyager à l'étranger. Comme je disais dans le premier épisode, j'ai beaucoup voyagé de par mes parents, etc. Et en fait, je connaissais très peu la France depuis ces dernières années. Et j'ai appris à voyager au sein de mon pays, à le connaître mieux. Et franchement, on a une chance incroyable d'avoir des paysages, mais vraiment très variés en France. Et donc, pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de partir très loin pour être complètement déconnecté. Et d'ailleurs, nous, on aime bien partir ensemble à pas trop loin de chez nous. Donc, on est dans la région parisienne. Et c'est vrai qu'il y a des forêts incroyables juste à côté. Mais la France, elle est remplie de trésors. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est une façon pour nous aussi de prôner notre pays, de le mettre en avant. Le patrimoine français. Et donc, en fait, c'est un peu malsain parfois ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on voit nos amis partir, ou nos amis, ou des influenceurs, ou peu importe, partir dans des destinations de rêve. On a absolument envie de le découvrir et de le faire, forcément. Le monde du tourisme joue aussi beaucoup sur ça. Mais finalement, parfois, ce dont on a besoin, c'est de partir dans notre pays et de le découvrir d'une autre manière. Ouais. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est ce qui m'a beaucoup apporté ces dernières années. Ouais. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'aimerais bien. Je voulais donner quelques exemples, tu vois, de parfois, si par exemple, tu as envie de chaleur, si tu habites dans le nord de la France et que tu as envie de chaleur, de paysages, d'eau cristalline, etc., tu vas dans les Calanques de Marseille, tu vas dans le sud-est de la France, en Corse. Il y a vraiment des paysages, Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Toute cette région, elle est incroyable. Il y a des pépites et tu peux vraiment être dépaysé pour le coup. Et tu peux aller hors saison parce que c'est vrai que juillet-août, par exemple, il y a beaucoup de monde. Tu vas en juin, en septembre, en octobre, tu es servi. Tu peux être loin de tout. Il y a la Côte Bleue à Marseille que j'ai fait récemment, une randonnée mais incroyable. On vous mettra des photos, c'est vraiment fou. Et le Jura aussi. Et le Jura. Quand on a fait ensemble, c'était une découverte incroyable. Incroyable. Et en fait, on a reçu plein de messages de nos proches en nous disant « mais vous êtes partis où ?» Et c'était marrant parce qu'on nous faisait croire qu'on était à l'île de la Réunion alors que pas du tout. On a cet imaginaire du lointain qui fait rêver. Certes, ça fait rêver. Mais en fait, au sein même de notre pays,
Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, ouais, tu as cité beaucoup d'exemples. Il y en a encore plein d'autres. La Bretagne, c'est incroyable. La Normandie, la baie de Somme que tu as fait récemment, où tu peux voir les phoques. Dans le Jura, il y avait aussi des lacs avec plein de sapins qui te faisaient penser au Canada. Enfin, vraiment, il y a des paysages qui sont complètement fous. On était en Auvergne aussi, où tu as les volcans d'Auvergne, tu peux faire plein de randonnées. Et pareil, parfois, tu es en plein milieu de la nature et on dirait que tu peux être, je sais pas, dans certaines régions d'Europe de l'Est. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu nos tips. On se dit que tu peux être dépaysé à proximité. Oui. Et on voulait finir aussi sur la partie comité d'entreprise et de se dire que nous, notre rôle, c'est de se dire les Français peuvent voyager à proximité, peuvent voyager en France et être vraiment dépaysés. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait que les comités d'entreprise ont un rôle à jouer. Oui, encore une fois, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, mais vos entreprises sont les premières à vous aider. Les CSE ont encore un rôle à jouer pour vous rendre le tourisme accessible et de plus en plus le tourisme responsable. Justement, on vous en dira un peu plus dans le prochain épisode où on va parler de comment vous pouvez profiter de votre comité d'entreprise, qu'est-ce que c'est un petit peu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Merci à tous. Merci.